Mais n'empêche que c'est ce qui nous attire, ce mouvement de l'âme qui rêve d'aller plus haut. Je pense qu'on l'a tous connu. Alors bien sûr qu'il y a une filiation ici aussi avec les pythagoriciens. Hein. On disait que Pythagore se rappelait de ses vies antérieures. Je ne suis pas allée vérifier. Donc il y a une immortalité de l'âme, acceptée partout, et surtout une supériorité de l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui est tombé dans le corps, dit Platon, avec cette idée de chute. Hein. Donc, puisque l'âme a déjà contemplé les idées pures, mais qu'elle les a oubliées, vous connaissez dans l'histoire antique, dans les mythes, l'âme revient, mais elle doit traverser le fleuve l'été. Et c'est là qu'elle oublie tout. Hein. Elle les a oubliés, donc il faut faire rejaillir cet élan naturel, cette aspiration vers le bien, et faire taire ces désirs inférieurs liés au corps qui nous maintiennent dans les ténèbres, dans l'ignorance la plus totale. Alors comment faire jaillir cet élan naturel? Eh bien, la vie antérieure est réveillée par des questions bien posées pour que la réminiscence puisse être efficace. Elle est là, la réminiscence. Il n'y a plus qu'à aller la chercher. Et c'est donc par ces questions de la dialectique ascendante que Platon nous dit qu'on peut effectivement retrouver un certain nombre de choses. Donc la réminiscence, c'est la découverte de la connaissance a priori et son autonomie. Mais le corps, vous l'avez bien compris, c'est une entrave à la connaissance. C'est une entrave, mais à la fois on ne peut pas s'en passer puisqu'on part du corps des sens, de nos perceptions. Pourtant, ce corps, il agit comme un tyran en imposant ses passions. Platon cherche donc un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit par l'intervention de l'âme. C'est clair? Oui. C'est quand le corps ne la trouble pas que la pensée atteint les idées. Donc c'est une abstraction. On n'est pas dans le concret. Mais par exemple, quand on posait la question, je ne sais plus, un sophiste posait la question, savoir si, puisque c'est si compliqué, si douloureux, etc., pourquoi on ne se suicide pas? Ah non, c'est pas possible. Le suicide, dit Platon, mécontenterait le divin. Donc, voilà, on n'a pas le choix, quand on est là-dedans. Alors, ceux qui se laissent happer par la magie du corps sont dans ce qu'on appelle l'oubris, la démesure. L'oubris, c'est ce qui, par exemple, Oedipe est dans l'oubris. Il n'est pas rationnel, il n'est pas raisonnable, il est complètement dans la démesure. Hein. Eh bien, le corps nous maintient là-dedans. Et comment dire, ces gens qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas voulu changer, eh bien, à leur mort, ils traînent autour des tombes et deviennent des fantômes. Donc, ce sont les désirs dont ils ne savent pas se libérer qui les entraînent, qui les enchaînent et qui constituent les barreaux de leur prison. Donc on a tout intérêt à choisir le chemin que nous offre l'allégorie. Et puis, ils se laissent abuser par les biens terrestres, les prenant pour des réalités, alors qu'elles ne sont que le reflet d'une réalité.
Tout ce qui existe sur Terre est un reflet du modèle parfait qui lui préexiste et qui existe dans le monde des idées. Ce monde-là, il est immuable, il ne change jamais, il est immobile. Par contre, tout ce qui est dans le monde sensible est en devenir. On ne peut pas s'y fier. Donc, Platon nous dit, une connaissance changeante n'est pas une connaissance. Elle est en devenir. Alors, bien sûr que c'est une philosophie idéaliste, hein, qui veut mettre à la portée de tous les idées les plus abstraites par les mythes. Et je crois qu'il y arrive très bien. Donc on peut dire de cette philosophie platonicienne que c'est une ontologie en vue de créer une cité juste. Hein, se rappeler, c'est toujours ça, quoi. On veut éduquer les gens pour que la cité soit parfaite. Alors, moi, ce qui m'a bien frappé, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, la caverne, elle est bien présente. Hein. La pensée dominante, Facebook, Twitter, la mode, tout le monde s'habille quasiment pareil. Hein. Je sais pas, ça vous interpelle pas? Oui. Ah oui, et puis cet engouement pour le matériel. Hein. Plus on consomme, mieux c'est... C'est narcissique. Comment? C'est narcissique, peut-être aussi. Oui, pourquoi pas. Donc oui, c'est ça qui m'a un petit peu... Tout ce qui est inconnu et rejeté, on n'a qu'à regarder les migrants déjà, hein, ça fait peur. Et on assiste à cette espèce de troupeau de moutons qui bêlent ensemble. Alors bien sûr, la première difficulté, c'est d'arriver à détourner son regard de ce que pensent les autres, de ce qui se fait, de ce conformisme. C'est pas si évident que ça. Hein. Ça demande... pour changer les conceptions des choses. Mais on sait tous qu'on a des résistances au changement. Plus ou moins, mais on en a. On préfère souvent le confort des idées reçues. Alors, on ne peut pas accéder à la vérité par les sens. Même si l'envie de connaissance démarre dans le monde sensible, on ne peut pas aboutir à la vérité. La deuxième difficulté, c'est la souffrance de celui qui est délivré, qui est aveuglé, on l'a vu. Il y a un vertige de l'ascension, de la lumière. Et la troisième difficulté, c'est que cette introspection, elle se fait en solitaire. Et les hommes ont quand même un instinct grégaire. Hein. Ils aiment bien être... Et non, il s'agit d'un parcours initiatique en solitaire. Mais pas question de garder cette connaissance que l'on aura contemplée de cette vérité. Ça n'aurait aucun sens d'avoir... qu'est-ce qu'on en ferait? Non. Le troisième temps de la caverne, c'est que l'homme qui est ébloui par ces idées divines doit redescendre. Éthiquement parlant, il n'a pas le choix. Il doit aller partager ce qu'il a découvert pour inciter les autres à vouloir sortir de cette caverne, à lâcher ces ténèbres, cette ignorance. Il sait, lui, la différence entre les deux. Donc c'est un devoir de prise de responsabilité publique. Hein. C'est pour ça que Platon va faire... va nous dire que dans la République,
que le seul état possible, c'est l'état où le dirigeant est philosophe roi. Parce qu'il a été éduqué. Alors, ce symbole de la caverne, il s'inscrit au confluent de toute une série de traditions religieuses et symboliques. Hein. C'est le monde de l'Hadès. On avait aussi des temples chthoniens. On en parle dans les textes. C'est un modèle réduit du monde que nous regarderions de l'extérieur. La caverne, c'est à la fois la terre, ses profondeurs, et c'est la totalité ombreuse du monde. Alors, c'est vrai que c'est un endroit où l'esprit est aliéné, hein, bien sûr. Je l'ai dit, la doxa, le corps, la culture, les habitudes, la religion, l'ignorance, les intérêts privés, etc. Donc, comme ils sont habitués au confort de la caverne, qui voudrait la quitter? C'est là que le questionnement socratique doit persuader, interpeller. C'est ça sa mission divine. Hein, de faire en sorte que quelqu'un ait envie de retrouver cet élan vital, cet élan divin qui est en nous. Et on a donc besoin de quelqu'un qui oblige à regarder dans une autre direction. C'est ce temps socratique. Si on est piqué, ben on regarde ailleurs. Hein, on n'a pas le choix. Parce que le monde intelligible n'est pas accessible spontanément. Il faut consentir à faire de gros efforts pour se libérer de sa prison. Difficulté à libérer un homme contre son